Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité consacrée aujourd'hui au décryptage de la situation nationale sous le prisme de l'appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation, une plateforme qui compte jouer sa partition dans la résolution des crises multiformes qui assaillent le Burkina. Et vous savez quoi? C'est la coordonnatrice de cette plateforme, Clarisse Merendol Woba, que nous recevons à la barre des convoqués de cette audience du tribunal de l'actualité. Bonjour Madame Merendol et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, merci à vous. Fidèle au poste, le juge Bernard Bougman siège pour les échanges de ce vendredi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour Président Tomogui, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur Watt FM et True TV, les médias leaders, filiales de Tam Tam Group Presse. Dans le prétoire du tribunal de l'actualité, cette audience démarre avec la traditionnelle séquence des avant-propos que je convoque à présent. Faisons donc toute la place à Bernard Bougman pour son avant-propos de cette audience. Merci Président. Mon avant-propos va concerner ces images qui circulent avec des montants qui sont affichés au-dessus de leur tête, donc présentés comme des chefs terroristes, recherchés depuis, en tout cas, quelques années au niveau du Burkina, parce que ce n'est pas la première fois que quand la liste des personnes recherchées est publiée, que certaines têtes reviennent. Donc il y a des têtes qui sont, que les Burkinabés sont habitués à voir sur cette fameuse liste de personnes recherchées pour des actes de terrorisme. Ce qui change, c'est que les têtes sont mises à prix maintenant. C'est des têtes qui sont mises à prix. Et donc, en fonction certainement de ce que vous valez, le prix est différent. Il y en a qui sont à 5 millions, il y en a qui sont à 75 millions. Donc, c'est vraiment différent en fonction certainement de ce que vous valez. Bon, il y a aussi des têtes qu'on n'a plus vues sur cette liste. Est-ce que ces personnes ont déposé les armes? Est-ce qu'elles ont été neutralisées comme on le dit? Ou bien ce sont vraiment les vrais chefs qui sont maintenant sur cette liste? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un changement également dans la façon de faire. Parmi d'ailleurs les personnes présentées, il y en a, excusez-moi, il y en a des nationalités étrangères qui figurent parmi cette liste-là. Donc, maintenant, c'est l'effet que ça va faire. Ce n'est pas la première fois que les têtes sont mises à prix de par le monde. On y était habitué, on était loin, on écoutait ça loin de chez nous. Cette fois-ci, c'est arrivé sur nos terres. Je pense également que sous la transition de 2014-2015, l'ancien ministre Auguste Denis Barry, dans la lutte contre l'insécurité, avait également voulait instituer cette initiative-là, mais c'est pour demander la collaboration, la contribution de la population, pour encourager ceux qui vont dénoncer des personnes malveillantes qui commettraient effectivement des crimes. Donc, bon, l'initiative certainement n'a pas prospéré, on n'en parle plus, mais on a passé à autre chose. Donc ici, j'ai dit, c'est un changement dans la façon de faire, dans la façon de traquer ces personnes-là. Maintenant, reste à voir l'effet que ça va faire. Est-ce que ça va être payant? Est-ce que ça ne va pas être payant? On ne sait pas. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Un avant-propos qui colle donc à l'actualité, c'est la dernière actualité qui concerne le Burkina sur la lutte contre le terrorisme. Nous en parlons dans cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité. C'est la 5e et dernière audience pour cette semaine, la 23e de l'année 2023, qui reçoit pour vous Clarisse Merendol Woba, coordonnatrice de l'appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation. Docteur en droit, spécialisée en droit international public et en droit de l'homme, Clarisse Merendol Woba est enseignante, chercheur à l'UFR Sciences juridiques et politiques de l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Passionnée des questions diplomatiques et politiques ainsi que par les actions en faveur de la garantie des droits humains, celle qui est aussi engagée en faveur des femmes et des jeunes malentendants a assumé de juillet à décembre 2021 la fonction de ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Avec elle, nous parlons des ambitions et des moyens d'action de l'appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici
quelques questions d'ordre général avec le juge Bernard Bougman. Merci, Président. En tout cas, des questions de généralité, ça ne pourrait pas manquer. Bon, en attendant d'arriver véritablement à votre sujet, c'est que vous avez été ministre délégué en charge des Burkinabés de l'extérieur, parce qu'il y a aussi la question de la mobilisation de la diaspora. On sait ce week-end, on suivait le ministre Bazé qui avait aussi son commentaire à leur endroit. Maintenant, comment est-ce que la stratégie pour la mobilisation aussi de la diaspora, pour contribuer pas seulement à l'effort de paix, mais au développement du Burkina Faso, on a l'impression qu'en la matière, ça piétine, ça ne marche pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors c'est moi qui vous remercie. Vous avez parlé tout à l'heure donc de la convocation pour parler d'un certain nombre de sujets. Je pense que c'est toujours un plaisir d'être convoqué pour parler des sujets importants qui touchent la vie de la nation. Et pour moi, c'est un honneur d'être là, non seulement pour parler de l'appel des femmes, mais aussi pour parler de l'ensemble de la dynamique engagée par le gouvernement du Burkina Faso en matière donc de lutte contre cette insécurité et pour le retour de la paix. J'ai en effet été chargée donc de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Il faut dire d'abord que les Burkinabés de l'extérieur, que l'on appelle la diaspora, constituent un pan important de la population du Burkina Faso. Ce sont des Burkinabés qui vivent à l'extérieur et ce sont des personnes qui sont autant impliquées et autant préoccupées par les défis que nous avons à relever au niveau national. Et c'est une partie donc de la nation burkinabé qui est en général prise en charge ou en tous les cas suivie par le ministère en charge des Affaires étrangères, de la coopération régionale de Burkinabé de l'extérieur. Et on ne peut pas définir des stratégies, quelles qu'elles soient, sur tous les aspects de la vie institutionnelle, politique, économique, sociale, culturelle, sans tenir compte de cette partie importante. Quand vous prenez par exemple des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, vous savez quelle est la propension de Burkinabés qui y vivent. Et lorsque nous avons parlé des élections il y a quelques années, vous avez vu comment est-ce que justement cette diaspora était au cœur des débats. C'est pour dire d'abord qu'on ne peut pas faire sans la diaspora. Maintenant, comment il faut faire avec la diaspora? Comment faire avec la diaspora? Il faut définir les meilleures dynamiques et les meilleures stratégies. Pour l'instant, au niveau du ministère des Affaires étrangères et par rapport donc aux prérogatives qui étaient les miennes, vous aviez donc les blocs de délégués de la diaspora qui sont en fait chargés de rassembler les acteurs de notre vie nationale qui sont à l'extérieur pour réfléchir sur éventuellement les dynamiques, donc faire des propositions concrètes que au niveau national nous pouvons prendre en compte donc dans les questions qui sont à l'ordre du jour, les questions conjoncturelles. Alors, je ne dirais pas que ça ne marche pas. Je dirais plutôt que ce n'est peut-être pas assez visible et que ce n'est pas rendu visible. Quand vous prenez la question humanitaire, par exemple, vous savez que la contribution de la diaspora pour soutenir l'effort humanitaire au Burkina est très importante. Vous voyez par exemple aujourd'hui la situation des personnes déplacées internes avec les ministères qui ont eu la charge de gérer ces questions. Aujourd'hui le ministère de la Solidarité nationale. Si vous vous référez à ces structures-là, même les structures associatives qui travaillent en collaboration avec la diaspora, vous verrez que la contribution de la diaspora est très importante. Je pense que peut-être il faut qu'on trouve le meilleur mécanisme ou les meilleures formules pour rendre un peu plus visible cette implication de la diaspora dans la gestion donc, de la nation. Mais je ne dirais pas que ça ne marche pas. Je pense que ça marche très bien. Il y a une contribution très importante. Peut-être que les acteurs, les leaders en réalité de la diaspora, parce qu'il y en a, ne s'expriment pas beaucoup. Peut-être qu'on ne les voit pas. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi envie de s'exprimer. Mais en tous les cas, moi, je sais que leurs actions sont conséquentes. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer justement cette implication de la diaspora parce qu'ils sont loin et ils se sentent vraiment concernés par ce qui se passe au niveau national. D'accord. Sur les questions humanitaires, je suis d'accord avec vous que ça marche bien. D'ailleurs, hier également sur la télévision nationale, on a vu celui qui est venu de la Côte d'Ivoire avec à lui seul plus de 79 millions en termes de contribution. Oui. Mais quand il s'agit également de solliciter leur intelligence pour certains projets, ça coince. J'ai suivi un sur RFI qui sur la médecine nucléaire, une référence mondiale qui est pratiquement dépitée, pratiquement déçue. Quand on parle du Burkina, c'est à peine s'il veut en entendre parler le nom.
au niveau du ministère de la fonction publique, on a vu la passe d'armes également qui a eu lieu entre les nouvelles autorités et celui qui s'occupait des questions d'informatique. Et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Personnellement, nous avions côtoyé certains. Mais quand il s'agit réellement de leur rapport, quand vous venez de l'extérieur pour implémenter, souvent, c'est très difficile. Vous avez même été directrice de cabinet d'une des ministres venus de l'extérieur. On a vu aussi ce que ça a donné. Ça, c'est un fait. C'est des faits. Ce que j'ai dit, c'est des faits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand ils arrivent pour contribuer, on a l'impression qu'ils sont venus prendre la place de quelqu'un, alors que dans les autres pays, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors moi je crois qu'il faut qu'on se remette aussi en question. Ça dépend de la perception que nous avons de la personne venue de l'extérieur. Vous dites que j'ai été la directrice de cabinet d'une ministre qui venait de l'extérieur. Elle venait de l'extérieur parce qu'elle travaillait à l'extérieur. Mais elle est avant tout burkinabé, qui travaille à l'extérieur. Je crois que nous-mêmes, nous devons d'abord changer la perception que nous avons de ceux qui viennent de l'extérieur pour appuyer la dynamique nationale. Parce que ce n'est pas évident. Alors, moi, je pense que le problème en réalité, c'est que nous ne sommes pas encore parvenus à définir la meilleure manière d'accepter les compétences venues de l'extérieur. Lorsque vous êtes de la diaspora, que vous décidez par exemple de venir vous implanter au Burkina Faso et d'y travailler, donc de séjourner au Burkina Faso de manière permanente, bon, c'est vrai que l'installation peut être compliquée au départ parce que aussi vous êtes parti à un certain moment et que quand on part un moment, on perd aussi certains repères. Donc il faut reconstruire aussi la dynamique de réintégration et de réinsertion. Ça, c'est un autre débat. Mais quant à, par exemple, au fait que l'on ne fasse pas référence aux compétences de la diaspora, moi je pense que ce n'est pas totalement vrai. Parce que je connais aussi des jeunes qui sont rentrés de la diaspora, qui ont éventuellement, qui se sont inscrits dans une dynamique, par exemple, de création de petites et moyennes entreprises, de développement de certaines activités. Je prends par exemple le domaine agricole, je prends le domaine de l'élevage, etc., agropastoral, et ça marche. Je crois que la problématique se trouve effectivement peut-être au niveau de l'intelligentsia, c'est-à-dire de ceux qui ont la capacité de produire des choses sur le plan intellectuel, parce que notre système d'intégration de l'argent public est totalement axé sur la fonction publique, qui est en réalité l'espace le plus ouvert pour absorber les compétences, avec peut-être des mécanismes ou des règles qui ne favorisent pas l'accès immédiat de ceux qui viennent de l'extérieur. Mais je pense qu'on reconnaît quand même la capacité. J'ai eu l'opportunité de pouvoir échanger avec certains. Et d'ailleurs, à cette époque, au niveau du ministère, donc du département que je présidais, nous étions en train de réfléchir sur la dynamique d'accompagner la diaspora en matière d'investissement. Et d'ailleurs, lorsque j'ai pu faire quelques sorties au niveau, dans certains pays où on avait quand même des groupes importants de la diaspora burkinabé, c'était l'objet des échanges, c'était de savoir comment est-ce que nous, de la diaspora, nous pouvons venir investir au Burkina Faso, apporter nos connaissances, nos compétences, et nous étions sur cette réflexion-là. Et je pense aujourd'hui, dans justement la dynamique de continuité de l'État, qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, cela n'a pas été abandonné. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut faire en sorte que tous les Burkinabés, où qu'ils soient, qui veulent accompagner le développement au Burkina Faso, puissent y trouver leur place parce que c'est légitime, parce que ce sont des Burkinabés aussi, même s'ils sont loin du pays. Oui, Bernard, pour moi, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, on ferme la fenêtre des généralités, on rentre dans le vif du sujet, dans le prétoire du tribunal de l'actualité aujourd'hui. Clarisse Merendol Woba, coordonnatrice de l'appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation. Elle nous entretient sur les turbulences politiques de la nation, la situation sécuritaire actuelle du pays. On regarde tout ça sous la loupe de cette plateforme qu'elle dirige. Et si on commençait justement, Madame Merendol, par la photographie que vous faites actuellement de la situation sécuritaire du pays. Alors, dans l'appel des femmes, précisément, on ne fait pas une photographie, je veux dire, figée sur la réalité actuelle, parce que la réalité actuelle, de toute façon, nous la vivons. En fait, nous sommes repartis depuis un certain temps pour faire un peu une synthèse de ce pourquoi nous sommes peut-être arrivés dans ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et nous avons donc pu relever que depuis les indépendances, et c'est normal dans la vie des institutions, que nous avons connu beaucoup de turbulences. Parce que nous sommes, je veux dire, des nations jeunes, pas dans le sens des communautés qui résident déjà sur le territoire burkinabé et voltaïque à l'époque, mais des nations jeunes dans la notion de consolidation de cet élément important de l'État. Parce que la nation est un élément important de l'État, mais c'est à la fois quelque chose d'abstrait. Lorsque l'on parle de nation, on est vraiment dans l'affectif.
on est dans le cœur, on est dans cette volonté du vouloir vivre ensemble. Donc cette volonté du vouloir vivre ensemble, c'est une construction. Et cette construction, elle est jeune. 1960 aujourd'hui, on est un peu plus de 60 ans après les indépendances. Voilà, donc c'est jeune. Mais ce n'est pas une excuse. Et on s'est dit, mais pourquoi finalement nous n'arrivons pas à consolider notre vouloir vivre ensemble? Et notre vouloir vivre ensemble ne dépend pas forcément d'une simple décision politique, de stratégie gouvernementale. Il faut que le cœur des Burkinabés s'implique dans la nécessité ou la volonté de collaborer. Et malheureusement, les turbulences politiques que nous avons connues depuis les indépendances ont créé beaucoup de scissions. On peut, déchirer le tissu social et la nation. Et c'est l'une des causes, à notre avis, c'est l'un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, nous en sommes arrivés à cette crise sécuritaire, mais ce n'est pas seulement qu'une crise sécuritaire, nous sommes aussi dans une remise en cause sociologique, donc du vouloir vivre ensemble entre les Burkinabés. Et il était important pour nous de refaire un peu cette rétrospective-là et à la fois d'arriver à ce à quoi nous vivons aujourd'hui, de faire une photographie de la situation nationale aujourd'hui, qui n'est pas vraiment une situation, très heureuse. Nous aurions voulu que le Burkina Faso soit autrement, plus de 60 ans après les indépendances, mais malheureusement, nous assistons aujourd'hui à une crise assez complexe, importante, qui n'épargne aucune région du pays et qui fait des victimes de jour en jour. Et donc, la photographie, la situation nationale aujourd'hui n'est pas une situation reluisante. Cela dit, il y a des efforts qui sont en train d'être faits et nous nous inscrivons dans ces efforts-là aussi, en termes de contribution. Mais je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître quand les choses ne vont pas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 millions de personnes déplacées internes et si on veut faire un calcul, on peut dire qu'un Burkinabé sur 10 est personne déplacée interne. C'est quand même assez marquant. Et donc, parmi ces 2 millions et quelques de personnes déplacées internes, il y a quand même presque 60% de femmes, c'est-à-dire la moitié de la population burkinabé, qui est donc dans ce groupe de personnes déplacées internes, rendant encore plus vulnérable ce groupe de personnes. Lorsqu'on associe les enfants aux femmes, nous sommes à presque 80%. Donc ce sont des chiffres, ce n'est pas seulement des chiffres, hein. C'est vrai que ce sont des chiffres qui peuvent alerter, mais ce sont des réalités qui choquent. Et ça, on ne peut pas rester insensible à cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts considérables avec des contraintes très, très, très importantes. Mais c'est une réalité pour laquelle nous devons tous nous impliquer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé, prenant exemple sur d'autres espaces où des femmes se sont mobilisées en leur temps. Les pays voisins sont là, on ne va pas les citer. Il y a à peine une dizaine d'années, ils ont vécu des crises assez sérieuses et les femmes se sont mobilisées dans ces pays-là. Elles ont fait des appels aux acteurs politiques. C'est vrai que la physionomie des crises n'était pas les mêmes. C'est vrai qu'on était plus dans les questions de crise politique avec des acteurs bien définis que dans une dynamique de conflit, asymétrique qui s'impose au Burkina. Mais ces femmes-là ont fait des appels. Elles ont demandé donc aux différents acteurs de se mettre autour de la table, de se parler, mais avant tout, elles ont souhaité prendre part aux stratégies de décision. C'est-à-dire que la femme au cœur de la crise, parce que victime de la crise, doit aussi être au cœur de la définition des stratégies qui la concernent, qui concernent donc sa prise en charge. Et donc, c'est aussi un peu le sens de cet appel des femmes du Burkina pour la paix et la réconciliation. Madame Méindol qui estime tout à l'heure que 63 ans c'est jeune, mais à 63 ans on est plus jeune, n'est-ce pas, Bernard Doudmont? Bon, peut-être que c'est dans la vue d'une nation à 63 ans. Bon voilà, effectivement, vous dites que vous avez fait une photographie. Elle donne quoi? La photographie donne ce qui est marqué déjà dans l'appel, la photographie donne ce que nous voyons tous les jours, ce que nous entendons tous les jours, ce que nous voyons tous les jours dans les médias, ce que nous constatons aussi sur le terrain, parce que justement cet appel des femmes regroupe un certain nombre de femmes qui sont aussi des actrices de terrain, qui vivent avec les victimes donc, de cette crise, qui sont, quand vous sortez de Ouagadougou, à peine à 5 km, vous les voyez, et quand vous allez dans les espaces donc, de forte tension sécuritaire, vous constatez la réalité. Donc cette photographie donne tout simplement un pays qui fait face à une crise sérieuse, à un leader terroriste, et un pays qui a besoin de rassembler ses forces
pour lutter contre cela. Et je crois que les dernières informations que nous avons par rapport justement à la physionomie de ceux qui nous attaquent ne laissent aucun doute quant au fait que les acteurs principaux de cette crise sont au Burkina Faso. Même si éventuellement il y a des éléments exogènes qui contribuent justement à exacerber donc cette crise, la photographie donne des Burkinabés entre eux qui ne se comprennent plus, qui ne veulent plus s'écouter, qui ne s'entendent plus ou qui ne s'entendent pas très bien. Donc il faut trouver des solutions. Alors vous demandez à prendre part aux décisions, aux stratégies, aux décisions pour la lutte, parce que la femme n'a pas sa place jusqu'à présent? Non, la femme a sa place, elle a toujours eu sa place. On ne peut pas constituer plus de la moitié d'une population et puis ne pas avoir sa place. Donc, comme vous demandez à être intégré, c'est comme si dans le dispositif actuel, vous n'y êtes pas? Non, ce n'est pas qu'on demande à être intégré, on est déjà dans le dispositif. On demande à ce qu'il y ait une plus grande prise en compte et que nous-mêmes nous transformions en force de proposition. Parce que vous pouvez être pris en compte dans une dynamique, mais faire peut-être que de la figuration ou apporter juste quelques éléments. Vous savez, pendant longtemps, on a entendu les femmes dans leurs plaintes et leurs complaintes. Nous ne sommes pas bien, il y a ça qui manque, mais il y a ça qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, nous voulons que la parole de la femme soit, nous souhaitons que vous fassiez, voilà comment est-ce que nous voyons les choses pour que nous puissions sortir de cette situation. Il faut que la femme elle-même, elle redéfinisse sa stratégie de contribution et de participation dans la définition des solutions qui vont être donc appliquées aux problématiques qui les concernent. Donc la question, c'est-à-dire la vision est claire. Ce n'est pas de dire que les femmes n'ont pas été impliquées. Depuis toujours au Burkina Faso, on a toujours eu des structures qui avaient en charge justement de faire en sorte que les femmes puissent s'impliquer. Les chiffres aussi parlent clairement. Les femmes sont de plus en plus donc instruites, éduquées. Et les femmes aussi prennent part au processus donc, de décision au plus haut niveau. Et dans toutes les sphères de la vie sociale, économique et politique, elles ont leur place. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que lorsque vous faites la photographie, justement, par exemple, des instances de décision aujourd'hui au Burkina Faso, ben, vous verrez le nombre de femmes. Et le nombre de femmes comparé aux autres acteurs de la vie sociale, que sont les hommes, je crois qu'on peut quand même arriver à une meilleure parité. Je ne dis pas une égalité, parce que la question donc, de l'égalité n'est pas, c'est pas une dynamique mathématique. C'est l'égalité, bien sûr, dans la qualité. C'est voir quelles sont les femmes qui ont la capacité vraiment d'apporter de la réflexion et des propositions concrètes pour que nous puissions accompagner la dynamique de développement et la dynamique de lutte contre l'insécurité qui est en réalité le plus gros défi aujourd'hui du Burkinabé. Le plus gros défi du Burkinabé, notre plus grand défi commun. Vous écoutez donc cette émission, c'est le tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM. Nous recevons pour vous aujourd'hui Clarisse Merendol Woba, elle est coordonnatrice de l'appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation. Les femmes qui, vous le dites, doivent maintenant prendre davantage la parole. L'heure de la prise de parole a sonné à nouveau pour les femmes du Burkina Faso, des femmes qui disent non, non, non à beaucoup de choses, à cette barbarie. Elles disent non aux tueries et incessantes d'innocents. Elles disent non à la haine déchaînée par des groupuscules organisés et de personnes isolées qui déversent verbalement et quotidiennement des torrents de menaces et d'injures contre d'autres citoyens de la même terre. Comment vous, en tant que femme, vous êtes donc à l'écoute des femmes, comment les femmes vivent justement cette situation? Justement, elles la vivent mal. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sentent concernés par cet appel. Cet appel des femmes, en fait, c'est un cri de cœur des femmes. C'est-à-dire, l'heure de la parole a sonné à nouveau. C'est pour dire, comme je le disais tout à l'heure, les femmes ont toujours eu la parole, de tout temps. Même dans la société traditionnelle organisée, la femme a toujours sa parole. Mais elle a la parole dans son domaine. Mais aujourd'hui, l'évolution sociale fait qu'on ne peut plus rester campé à un seul domaine, genre les questions domestiques, l'éducation des enfants, la cuisine, etc. Et on constate que la femme prend de plus en plus sa place au sein de la société, dans les sphères de décision. Mais il y a un moment dans la vie des nations où il est important de hurler. On ne peut plus contenir la souffrance, on ne peut plus contenir le désespoir, on ne peut plus contenir en réalité le mal. Parce que, comme on le dit dans l'appel, les femmes, quelles qu'elles soient,
qu'elles soient du côté des victimes ou malheureusement les mères ou les épouses de ceux qui attaquent la nation, qui nous attaquent, elles sont victimes. Elles vivent les mêmes souffrances. La mort d'un enfant, c'est la mort d'un enfant. Donc, il est important à un moment donné que ça sorte. Et nous avons voulu que cela sorte et nous avons essayé de transcrire cela, pas de manière exhaustive bien sûr, dans cet appel-là. Donc l'appel est d'abord un cri de cœur. C'est un cri de cœur que nous voulons rendre public pour dire que nous voulons que cesse la barbarie humaine. D'abord, nous disons non à ceux qui nous attaquent. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons plus de cette barbarie d'un autre temps. C'est vrai que nous ne sommes pas le seul pays touché par le terrorisme, mais comme on dit, bon, chacun prêche pour sa chapelle. Et nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Ensuite, nous disons non aux dérives. Parce que nous sommes déjà face à une situation sécuritaire assez complexe. Et puis voilà-t-il pas que nous sommes nous-mêmes en interne en train de nous taper les uns sur les autres. Quand vous écoutez, heureusement que d'ailleurs le gouvernement dans sa dynamique justement de sensibilisation, on voit passer les spots publicitaires et tous les messages justement d'apaisement et de rassemblement, s'engage sur le terrain pour que cela cesse. Mais quand vous écoutez les médias, vous écoutez donc la rue, vous écoutez même des amis, on se demande mais pourquoi on a ce langage? Pourquoi il y a tant de haine? Pourquoi il y a tant de rejet? Pourquoi il y a tant de confrontation? C'est comme si subitement, non seulement on nous attaque de part et d'autre, que cela ne nous suffit pas et qu'il faut que nous-mêmes, en réalité, nous créions d'autres nids de dissension et puis de désaccords. Donc on dit stop à ça. Il faut qu'on arrête parce que le Burkina Faso a toujours été connu comme un pays où les communautés vivent ensemble. Il faut qu'on arrête la stigmatisation aussi des communautés. Dans tous les groupes sociaux, il y a des brebis galeuses. Et c'est contre ces brebis galeuses-là que nous devons nous unir, c'est contre ces brebis galeuses-là que nous devons lutter. Mais ce n'est pas en sciant en réalité des petites branches qui sont sur le même tronc que nous allons forcément tenir l'arbre, hein, parce que l'arbre, de toute façon, à force de les scier à un moment donné, même si les racines sont profondément enracinées sous la terre, finira forcément par tomber. Donc c'est ce cri de cœur-là. Ce cri de cœur qui est contenu dans cet appel que vous avez publié le 12 mai 2023 et qui a déjà enregistré plus de 400 signatures, si je ne m'abuse, dans lequel les femmes disent non à la souffrance, elles font preuve d'une grande résilience et les femmes burkinabées affrontent quotidiennement avec dignité les turbulences sécuritaires et politiques que connaît le pays et s'interrogent légitimement sur les perspectives d'avenir dans le court et moyen terme. Bernard Boukman. Oui, tout à fait, mais après avoir fait ça, l'appel s'adresse à qui exactement? Alors je crois que ça aussi tout est dit dans l'appel. Je pense que lorsque vous lisez l'appel, auditeurs et nos téléspectateurs ne savent pas. Justement, c'est l'occasion d'en parler de manière publique. Et donc l'appel s'adresse d'abord à tous les Burkinabés. Ça s'adresse à tous les groupes sociaux. L'appel s'adresse, nous nous adressons aussi l'appel, parce que même si nous sommes des acteurs de cet appel-là, comme c'est marqué dans le document, nous nous posons légitimement la question de savoir, avons-nous posé les bonnes problématiques? Est-ce que les questions ont été posées dans le bon sens? Avons-nous réfléchi en termes d'anticipation? Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Donc l'appel s'adresse d'abord à tous les Burkinabés, de tous les groupes sociaux, de partout au Burkina Faso et bien sûr aussi à la diaspora, à ceux qui ne sont pas au Burkina Faso mais qui sont préoccupés par la situation nationale parce qu'ils ont encore de la famille ici et qu'ils se sentent profondément attachés à cette terre. Et ensuite l'appel s'adresse aux premiers décideurs du Burkina Faso aujourd'hui. L'appel s'adresse au président de la transition pour dire ok, c'est vous le chef qui conduit la nation aujourd'hui. Et si vous êtes le chef pour conduire cette nation, nous voulons un certain nombre d'actions. Et c'est ce que nous avons décliné en 3 parties, donc, en termes de messages adressés spécifiquement au chef de l'État. Donc c'est un appel qui est le cri de cœur des femmes qui demande à l'ensemble des Burkinabés de s'unir pour accompagner la dynamique de lutte contre le terrorisme. Et bien sûr, accompagner, c'est aussi faire des propositions concrètes pour rectifier des trajectoires si jamais on estime que peut-être les stratégies ou certaines stratégies qui sont développées ne sont pas propices en réalité à l'atteinte donc des objectifs dans un court et moyen terme. Parce que lorsqu'on vit une crise de ce genre, l'objectif c'est d'en sortir le plus tôt possible, même si on sait objectivement, avec beaucoup de réalisme, que lorsque des crises de genre s'installent, souvent le chemin est encore long pour en sortir. Parce que c'est pas seulement le silence des armes ou le silence ou l'absence de tuerie qui fait la solution d'une crise.
Parce que la crise arrive dans un contexte avec beaucoup de problèmes. La crise suscite des problèmes. Donc l'après-crise, en fait, reviendrait à régler les problématiques qui parfois ont commencé avant la crise et celles qui se sont développées aussi et surtout pendant la crise. Donc c'est un appel adressé d'abord aux Burkinabés dans leur ensemble et ensuite aux premiers décideurs donc, du pays. Mais comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que c'est une organisation formellement qui existe ou mais après l'appel, chacun retourne à ses obligations quotidiennes? Alors il faut un début à tout. Donc il y a d'abord justement la formalisation de ce message qui se retrouve dans ce document, consigné dans ce document. Et nous sommes justement dans la réflexion pour trouver le meilleur format pour que l'appel soit quelque chose, je veux dire, d'institutionnalisé. Donc la réflexion se poursuit, c'est pour ça que nous avons organisé le café débat le week-end dernier. Et ce café débat a permis aussi d'écouter les femmes et puis de trouver des pistes aussi de formalisation de cet appel-là. Je sais que dans des pays voisins qui ont connu des crises avec lesquelles j'avais eu l'opportunité de travailler, il y a une structure qui est l'appel des femmes pour la paix et la réconciliation. Et donc nous allons essayer de nous inspirer de ces exemples-là. Je ne dirais pas pour trouver un format nouveau, mais faire en sorte que ce ne soit pas une organisation ou une association qui est là avec des actions ponctuelles, avec voilà, des propositions qui ne font pas mouche, qui ne sont pas prises en compte. Donc la réflexion est là. Et c'est pour ça que lorsque l'appel a été rédigé, il n'a pas été scié par un auteur particulier, parce que nous avons voulu que ce soit une propriété de toutes les femmes qui se sentent concernées par la situation nationale, qui se reconnaissent dans ce message consigné dans l'appel. Donc je pense que dans quelques temps, nous pourrons éventuellement communiquer sur le format définitif qui a été choisi pour cet appel-là. Et cela, pour nous, doit se faire de manière, bien sûr, consensuelle, ouverte, avec toutes les femmes qui se reconnaissent dans le message qui a été donc formulé dans le document. Et alors justement, quand vous parlez de cet appel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez interpellé le président de la transition sur un certain nombre de choses à faire. Vous pouvez en parler rapidement de quelle est la responsabilité du président du FASO et qu'est-ce que vous lui demandez concrètement? Comme j'ai dit tout à l'heure, le président, c'est lui qui est le chef de la nation. C'est lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui conduit la nation. C'est lui le berger aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de berger, ça veut dire que le berger a un ensemble d'éléments avec lui. Donc, 3 messages au président de la transition. Le premier, c'est qu'on souhaiterait qu'il rassemble tous les Burkinabés sans exception autour de la gestion de la crise sécuritaire. Parce que tous les Burkinabés sont concernés par cette crise-là. Que l'on soit un patriote actif ou non actif, on est concerné par la crise sécuritaire. À moins d'être inconscient ou peut-être pas jouir de toutes ses facultés, personne ne peut être à l'abri, ou en tous les cas, personne ne peut se sentir à l'écart de ce qui se passe, parce que c'est le Burkina Faso qui brûle. Donc on est obligé de s'impliquer. La deuxième chose, on demande au chef de l'État d'être, ou en tout cas de poursuivre dans la dynamique de la gouvernance inclusive et participative. Lorsqu'on parle de ça, on nous dit tout de suite, ah oui, mais le gouvernement inclusif et participatif, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop tôt? Mais la gouvernance n'est pas seulement le seul fait du gouvernement. Nous sommes tous responsables de la gouvernance. Quand on parle de bonne gouvernance, quand on parle de lutter contre les tares de l'administration, ce n'est pas que le gouvernement, ce sont les acteurs de la vie donc, administrative de l'État, de la vie sociale, économique. Donc on demande cette gouvernance inclusive parce que c'est seulement dans l'inclusion et le rassemblement qu'on peut apporter des idées parfois contradictoires, mais forcément nécessaire pour définir un consensus en termes de stratégie qui répondent aux attentes de tous. Parce que si vous adoptez des stratégies pour gérer une situation et qu'il n'y a pas de consensus, vous avez ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne vont pas s'allier. Et de toutes les façons, lorsque les gens ne sont pas d'accord et qui ne s'allient pas, il est évident que les résultats que vous attendez ne seront pas vraiment ceux qui seront donc espérés. Et puis enfin, nous demandons donc au président de la transition de poursuivre la dynamique de réconciliation nationale, qui est un objectif de la charte. C'est mentionné dans la charte que la réconciliation est au cœur de la dynamique de la transition. Et quand on parle de réconciliation, parfois on a juste une seule vision de la réconciliation, c'est-à-dire qu'on voit la réconciliation des acteurs politiques. Parce qu'on estime que les crises que nous vivons, au départ, c'était des crises politiques. Aujourd'hui, c'est une crise sécuritaire. Donc, on va au-delà des acteurs politiques. Aujourd'hui, on est dans une crise sociale. On est dans une crise, dans des dissensions sociales, sociologiques.
Et il faut que la dynamique de réconciliation prenne tout cela en compte. De toutes les façons, si nous ne sommes pas rassemblés et si nous ne sommes pas réconciliés, il sera difficile d'avancer dans la transition sereinement. Parce qu'en plus de la crise sécuritaire qui nous est, c'est-à-dire de la crise sécuritaire qui nous est imposée, parce que cette guerre nous est imposée, on est obligé de se défendre, il faut qu'on soit d'accord. Parce que si on n'est pas d'accord, ça n'ira pas. Oui, nous écoutons donc Clarisse Merindol-Woba, qui est donc l'autre convoquée de cette audience du tribunal de l'actualité. Elle nous parle de cet appel, l'appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation. Gouvernance d'union nationale, Bernard Bougma, ça induit la composition d'un nouveau gouvernement d'union nationale? C'est à elle de répondre. Bon, enfin, effectivement, quand on écoute au niveau des acteurs politiques qui sont clairs, il faut que la transition soit inclusive, comme elle a été voulue par la charte de la transition. Et donc, il y a des forces qui appellent également à fédérer toutes les énergies, effectivement, pour avancer. Vous, au niveau de votre appel, est-ce que vous inscrivez dans ce même sens-là? Absolument. Parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on n'est pas ensemble, c'est le fondement même de la République, c'est quoi? C'est être ensemble pour désigner ceux qui vont diriger la nation. C'est ça le fondement de la République. On ne peut pas parler de République sans parler de rassemblement. Ah ben, ce que vous dites est contradictoire à la vision de notre Premier ministre actuel qui dit qu'il n'est pas venu rassembler tout le monde. Bon, écoutez, ça c'est le Premier ministre qui s'exprime. Moi, je ne suis pas le Premier ministre. Je suppose qu'il a le tenant et les aboutissants de ce qu'il a dit. Mais moi, de ce que je sais, c'est que la République ne peut pas aller sans le rassemblement. Parce que le fondement de la République, ce sont les citoyens, ce sont les acteurs de la cité qui vont désigner leurs représentants pour assurer la conduite des affaires. Donc ça, c'est ma vision donc, de la République. Et partant de là, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de transition. Et qui parle de transition parle de parenthèse. Elle peut être de courte ou moyenne durée. La question, elle n'est pas là. La question est qu'il faut qu'elle se déroule. Et pour qu'elle se déroule, il faut que l'ensemble des acteurs qui sont capables d'apporter une contribution substantielle au bon déroulement de cette transition soient mis ensemble. Bien sûr que quand on parle de gouvernance inclusive et participative, ça veut dire qu'il faut revoir les formats. Bon. Quand on le dit en tant que femme... Il faut refaire le gouvernement. Ce n'est pas à moi de décider de refaire le gouvernement. Ce ne sont pas mes prérogatives. Cela dépend bien sûr de la vision du président de la transition, avec donc certainement tous ceux qui accompagnent la transition. Mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes embarqués dans le même bateau. Donc pour vous actuellement, on n'a pas un gouvernement d'union nationale? Non, ce n'est pas la question de l'union. Ça dépend de comment est-ce qu'on perçoit l'union. Aujourd'hui, on est bien conscient que sur le plan politique, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises en attendant certainement de rouvrir le débat. Lorsqu'on est dans une transition, et comme je l'ai dit tantôt, on va aller vers une fin de transition. Et le débat est là. On entend déjà des sons de cloche qui disent « Oui, mais on n'est pas dans une dynamique de sécurité suffisante pour aller aux élections. Oui, mais non, mais il faut aller aux élections pour la sécurité. » Je pense que chacun a raison dans ce qu'il dit. Parce que l'un tient l'autre. Si vous n'avez pas de sécurité, il est évident que vous ne pouvez pas organiser des élections comme vous le souhaiteriez, mais il est vrai aussi que si vous avez des dissensions internes, cela va faire aussi le nid de l'insécurité. Donc il faut arriver à un équilibre. Et cet équilibre-là nécessite forcément la conjonction des forces, la mise en commun des visions. Et dans cette mise en commun des visions, on ne peut pas faire avec ceux qui ont une seule vision, qui disent gauche ou droite. Donc, je ne vais pas me prononcer sur des injonctions ou quoi que ce soit de reformuler un gouvernement, mais je dis que pour que ça marche, il faut qu'il y ait tous les visages, il faut qu'il y ait toutes les pensées, il faut qu'il y ait le maximum d'apports différents, je ne dirais pas divergents, parce qu'on peut être différent et avoir le même objectif, et c'est ce que nous souhaitons. Alors, c'est ce que vous souhaitez, votre appel, c'est pour la paix et la réconciliation. Sur les questions de réconciliation, dans le dernier gouvernement du président Kaboré, il y avait un ministre vraiment dévolu aux questions de réconciliation. Dans le gouvernement de M. Damiba, c'était pareil, mais dans le gouvernement actuel, c'est mis dans un autre lot de ministères, donc au niveau de l'action humanitaire et de la solidarité. Alors que les questions de réconciliation également, c'est des sujets préoccupants. Finalement, on a fini par créer, je crois, un secrétariat technique pour s'en charger. Alors, quand on parle de réconciliation, c'est de quelle réconciliation on parle, c'est sur quoi on doit se réconcilier. Même parce que pour les Burkinabés, cette question n'est pas réglée, parce que pour eux, il y en a qui ne veulent absolument pas venir répondre devant la justice, qui ont trouvé un argument
pour se réfugier derrière réconciliation. Est-ce que réellement le Burkina a besoin de réconciliation et sur quoi? Ben oui, on a besoin de réconciliation, puisqu'on a l'impression qu'on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. On a besoin de réconciliation parce que les divergences que nous vivons, les turbulences que nous vivons sont aussi le fait d'incompréhension et de désaccords profonds. Et je pense que la réconciliation, c'est un tout. Ce n'est pas un tout, un fourre-tout, mais c'est un tout. C'est un ensemble de choses. C'est la réconciliation sur plusieurs plans. Tout à l'heure, j'ai parlé de la réconciliation, la vision que certaines personnes avaient de la réconciliation, c'est-à-dire la réconciliation des acteurs politiques. Parce que quand on parle de réconciliation, on voit que l'acteur politique. Et je disais que la réconciliation, ce n'est pas seulement les acteurs politiques, c'est aussi au niveau social. C'est la réconciliation des communautés entre elles. Quand vous prenez un certain nombre de régions aujourd'hui qui sont en proie à l'insécurité, il y a une crise communautaire sérieuse. Il y a des dissensions communautaires. Vous prenez l'Est, vous prenez le Nord, dans une bonne mesure, vous prenez le centre-Nord, il y a des problèmes communautaires. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, si le mal n'a pas été pris à temps à la source, il est temps de réfléchir sur comment est-ce qu'on va réconcilier ces communautés-là. Et puis, bien sûr, au niveau politique, comment est-ce que les acteurs politiques qui ont animé la vie politique du Burkina Faso depuis les indépendances doivent se parler. Mais la réconciliation ne veut pas dire en réalité, comment dirais-je, le non-respect en réalité de la justice. La réconciliation, ça passe aussi par la justice. Mais ça passe bien sûr par la justice, c'est-à-dire pas la vision de la justice que voudrait avoir le citoyen, parce qu'il est toujours en réalité dans la présomption de culpabilité. Mais il faut prendre la justice dans son ensemble, avec les principes qui gouvernent la justice. Et il faut que ceux qui sont plus ou moins considérés comme ayant commis des actes répréhensibles par la justice ou ayant peut-être attenté à un certain nombre de valeurs au niveau national puissent effectivement reprendre de la justice. Mais il faut pas se dire mais nous voulons notre justice. Il faut la justice, là, mais pas notre justice. Et c'est là souvent la difficulté du débat, parce que lorsque vous parlez de justice, de personnes qui refusent de venir de reprendre devant les tribunaux, et ça veut dire forcément qu'ils sont coupables. Mais il faut que la justice se fasse pour qu'on détermine les responsabilités. Donc il faut aussi que nous changeons notre manière de concevoir la justice pour savoir qu'entre notre justice et la justice, il y a la vraie justice. Entre la justice de l'autre et ma justice, il y a la justice, et c'est la justice qu'il faut donc voir se prospérer. Vous avez fait un certain nombre de propositions dans cet appel, vous en avez parlé brièvement, donc vous avez insisté sur interpeller, inviter. Alors, toutes ces propositions ramènent à quoi, finalement? 2 ou 3 pour amener les uns et les autres à adhérer à votre appel. Alors, cette proposition qui a été soumise d'ailleurs ou discutée lors du café débat a permis aussi de définir en réalité d'autres propositions qui se rallient à ce qui a été en réalité consigné dans l'appel. Je veux dire que dans l'appel, on n'est pas vraiment dans des propositions, on est dans des souhaits. On est dans ce qu'on dit un appel, on souhaiterait que. Mais lors des débats, les femmes ont fait des propositions. Et je pense que la majorité des femmes qui se reconnaissent dans ce cri de cœur devraient pouvoir se rallier à ces propositions. L'une des propositions, c'est d'abord qu'il faut que les femmes apprennent à parler d'une même et seule voix. Elles sont soumises aux mêmes problématiques et il faudra, aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs associations, plusieurs coordinations, plusieurs acteurs qui sont sur le terrain de la lutte contre l'insécurité et chacune, dans son domaine d'action, dans son leadership, apporte quelque chose déjà à la dynamique de retour de la paix. Mais il faut qu'on puisse mettre cela dans un panier commun pour que le message soit audible et audible une seule fois. Ça, c'est la première sollicitation des femmes qui ont estimé que la diversité, c'est bien parce que ça prouve que ça bouge, mais qu'arrêter dans un certain sens, ça peut aussi faire brouhaha. Donc il faut une union des femmes pour ça. La deuxième chose qui est ressortie dans justement les débats par rapport au souhait de l'appel, c'est que les femmes souhaiteraient que l'on puisse instituer un dialogue intergénérationnel entre les femmes. Parce que, entre les femmes et la jeunesse aussi, parce qu'elles estiment que selon justement les âges, on n'a pas la même vision d'abord de la problématique de la crise. On n'a pas la même vision en réalité de la dynamique qui a été choisie ou des dynamiques qui sont choisies pour sortir de la crise. Donc il faut que nous nous parlions.
que les femmes se parlent entre générations. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup lors des débats. Ensuite, il y a la volonté de faire en sorte que les personnes déplacées internes, les victimes donc de la crise, parce qu'ils sont obligés de quitter leurs espaces de résidence habituels pour aller dans d'autres sites, puissent bénéficier de plus d'appui, mais en termes d'accompagnement pour des activités rémunératrices. Voilà, des activités qui permettraient en réalité de susciter autre chose que les femmes, bien sûr, qui sont dans le besoin, qui veulent du soutien, qui en bénéficient, mais elles souhaiteraient que ça s'inscrive dans une autre vision. Soutenir les femmes dans leur production et leur permettre, en fait, lorsqu'elles retourneront dans leurs espaces habituels de résidence, qu'elles puissent continuer ces activités-là. Parce que la période après-crise est une période difficile. Et puis il y a un élément aussi très important qu'il faut souligner, c'est la prise en compte sérieuse par la parole, par les débats publics de la situation des femmes qui sont victimes de violences. Parce qu'il y a énormément de femmes qui sont victimes de violences. Et quand on parle de violence physique, d'atteinte à leur intégrité physique et leur intégrité morale. Et que ces femmes-là vivent dans des situations difficiles parce que malheureusement, parfois, il y a des fruits de ces violences-là qui sont là. Et que la question de la réinsertion et de la réintégration après la crise de ces femmes-là, même actuellement, dans leur communauté habituelle, sur les sites de personnes déplacées internes, c'est très compliqué. Et ça fait l'objet vraiment de débats. Et nous avons estimé que dans les perspectives, c'est-à-dire les actions que nous souhaitons mener dans un avenir très proche, nous allons ouvrir le débat sur ces deux éléments, notamment la question bien sûr du dialogue intergénérationnel, pour aller chercher et réfléchir à ce qui est important, par exemple, dans nos valeurs endogènes. Comment ça se fait que pendant un certain nombre d'années, depuis toujours, les communautés aient pu cohabiter ensemble, je ne dirais pas dans une paix absolue, dans une forme d'équilibre qui permettait justement de stabiliser la nation. Et qu'aujourd'hui, tout parte comme ça, il faut qu'on se réinterroge sur nos valeurs endogènes et qu'on puisse puiser là-dedans. Donc ce dialogue intergénérationnel va permettre d'aborder cela. Et puis, on va discuter bien sûr sur la question des violences que subissent les femmes pendant la crise sécuritaire. Je rappelle aux auditeurs de Watt FM que nous recevons aujourd'hui Clarisse Merendol Woba. Elle est coordonnatrice de l'appel des femmes du Burkina Faso pour la paix et la réconciliation. Nous parlons justement de ces questions et de la situation sécuritaire au Burkina avec notre convoqué du jour, Bernard Boubou. Oui, quand on parle de réconciliation, je dis bien il y a les questions de justice. Au niveau communautaire, il y a des faits où on n'avait vraiment pas besoin de se trimballer devant le juge, parce que dès que vous trimballez devant le juge ou devant le policier ou le gendarme, en même temps, ça crée une crise entre les familles et puis c'est parti. Des pays ont réussi à trouver une parade au plan local pour régler ces questions locales, et c'est pour certains types de questions qu'on va avoir vraiment le juge de droit positif. La dernière fois en Conseil des ministres, je pense que l'initiative aussi c'est de créer des juges communautaires. On a la chance, vous êtes juriste. Est-ce que vous en avez entendu parler? Quelle pourrait être la contribution de cette justice communautaire-là? Est-ce qu'il n'y aura pas une opposition, un conflit entre celle pratiquée sur la base du droit positif? Alors je pense que lorsqu'on parle en fait de la création de juges communautaires, c'est plutôt dans un esprit de formaliser ou d'institutionnaliser le juge communautaire, parce que déjà au niveau national, au niveau communautaire, au niveau de nos sociétés traditionnelles, il y a une forme de justice communautaire. Vous l'avez vous-même souligné, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui ne nécessitaient pas d'aller devant le juge, je dirais le juge institutionnel moderne, le juge de la justice, comme vous le dites, du droit positif. Et ça, peut-être qu'en institutionnalise cela parce que nous sommes dans une période de crise et que d'autres pays l'ont essayé et que ça marchait, parce que c'est aussi des modalités de pouvoir ouvrir le débat, je veux dire, de manière beaucoup plus apaisée et sereine. Vous savez, lorsque vous êtes sur la place publique ou devant les tribunaux, le débat peut être biaisé parce qu'on vous sort de votre contexte d'abord social pour vous amener devant le juge moderne, au tribunal, que vous ne connaissez pas, et ça peut biaiser. Et que la question de la justice de crise, pour dire la justice de guerre, elle est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas seulement l'application du dispositif normatif pur. C'est beaucoup d'autres éléments très subtils qu'il faut prendre en compte. Donc moi je trouve que ça peut être une bonne initiative, pour peu que ça ne dérègle pas déjà
le système de justice communautaire traditionnel qui existe et que l'on ne vienne pas imposer des acteurs qui ne sont pas de ces communautés-là. Il faut que ça reste c'est-à-dire la manière de formaliser les acteurs qui sont déjà sur place pour dire voilà, comment vous vous organisez au niveau de votre communauté pour trancher d'un certain nombre de questions. Nous allons faire en sorte que vous puissiez bénéficier de l'accompagnement ou des moyens nécessaires pour faire cela dans une plus grande échelle. Donc je pense que ça peut être une bonne chose parce que les pays qui l'ont essayé ont réussi, même s'ils ne sont pas forcément rentrés dans une question de justice, mais ils sont plutôt rentrés dans l'ouverture d'un certain nombre d'échanges et de débats qui ont permis aux victimes et donc aux agresseurs de se parler et de se pardonner parce qu'il y a des moments où en réalité la justice ne peut pas régler ces questions-là. C'est-à-dire la justice telle que nous la connaissons, X a raison, X a tort, ce n'est pas souvent comme ça que l'on peut régler les problèmes parce qu'une fois que la justice a tranché, les cœurs sont toujours meurtris. Parce que même quand on pardonne, on n'oublie pas. Il faut du temps pour oublier. Et c'est l'accompagnement communautaire, le fait d'être entouré et de vivre dans un espace donné qui va permettre en réalité d'accepter, en guillemets, la sentence. Pour dire, OK, on sait qui est responsable, on sait qui ne l'est pas. Alors, si les personnes décident de vivre dans le même espace, il faudra trouver un mécanisme de fonctionnement qui permette de taire les divergences. Et puis, sinon, quand c'est trop flagrant, eh bien, ceux qui sont considérés comme ayant commis quand même des faits qui sont assez graves sont souvent amenés à quitter l'espace communautaire aussi. Je pense que c'est une bonne initiative, mais je pense que ça s'inscrit plus dans le formalisme des acteurs communautaires en matière de justice, en guillemets, traditionnelle, coutumière plutôt. Alors, dernière ligne droite de cette émission, audience, Bernard Bougma. Oui, en fait, justement, ce qui pourrait constituer une limite de ces juges communautaires, c'est la légitimité. Est-ce que ces messieurs seront légitimes? Quelle va être la composition? Comment est-ce que ça va se faire? Parce que, bon, la question religieuse, parce que quand on parle de juges communautaires, ailleurs, c'est des leaders, c'est les chefs traditionnels, c'est les chefs coutumiers qui sont associés et tout. Alors qu'ici, même sur les questions religieuses, il y en a qui ne veulent même plus les voir, qui estiment que bon, nous ne confessons pas la même religion, y aller, c'est... Bon, donc il y a un travail aussi de fond à faire, mais en attendant, certainement, c'est de voir, ça c'est un commentaire, ce n'est pas une question, comment est-ce que ça va être composé, qui va présider ce tribunal communautaire entre griffes, et comment est-ce que ça va fonctionner, quoi. Alors, juste 30 secondes, Madame Merendol, pour nous dire, finalement, c'est un appel, un peu plus de 400 signatures. Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que c'est une initiative portée par un certain nombre de femmes pour se faire intéressante? En quoi votre regroupement et votre appel est-il représentatif? Alors, je crois que c'est vrai que le nombre fait la force, mais ce n'est pas tant le nombre qui fait la force. Ce sont les propositions que l'on peut apporter concrètement en termes de contribution réelle pour avancer dans la dynamique qui est le plus important. Le chiffre, c'est bien, mais il faut savoir d'abord que c'est une dynamique qui a été lancée il y a à peine 3 semaines, tout au plus. Et qu'en 3 semaines, si vous avez, là on a plus de 400 signatures sur le site web que nous avons mis en place, mais il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas accès au site web et que toutes les femmes ne maîtrisent pas les techniques, la technologie de la communication sur informatique. Donc nous avons aussi des listes physiques. Et nous allons adjoindre ces listes physiques-là donc, à la comptabilité qui a été faite sur le site web pour donner en réalité une image de l'intérêt porté par les femmes sur cet appel-là. En quoi cet appel, par exemple, change de ce qui a été fait? Ce n'est pas un message de plus. Lorsque nous avons organisé le café débat, je crois que les images sont passées de manière assez répétitive sur le... Juste 30 secondes. Voilà. En fait, ce ne sont pas les femmes qui cherchent du leadership. Celles qui sont venues parler, ce sont celles qui sont concernées par la crise. Celles qui sont venues parler, ce sont celles qui sont sur le terrain. Donc je crois que si on s'inscrit dans cette dynamique parce qu'on recherche un leadership, je crois qu'en réalité, on biaise les valeurs et qu'en réalité, on ne s'inscrit pas dans la recherche de solutions durables pour la crise sécuritaire. Et nous avons besoin de solutions durables pour la crise sécuritaire au Burkina. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité consacrée à la paix et à la réconciliation au Burkina sous le prisme de la plateforme L'Appel des femmes avec sa coordonnatrice Clarisse Merendol-Wouba. Merci Madame Merendol d'avoir honoré notre convocation.
Merci à vous. Merci, juge Bernard Bougman. Merci. Et une semaine s'achève avec la précieuse collaboration de toutes nos équipes techniques de réalisation menées par Aimé Zondi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Un grand merci donc à ces infatigables travailleurs de l'ombre sans lesquels vous ne pourrez ni nous entendre à la radio, ni nous regarder à la télévision. Et quant à vous, nos chers auditeurs et auditrices de Radio Watt FM et téléspectateurs et téléspectatrices de Truc TV, reconnaissance renouvelée pour votre attention et pour votre fidélité. Mais surtout, prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine. Mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.